Peut-être commencer un petit peu les revues de la semaine avec donc ce fameux Zootopie 2 que moi j'attendais bien parce que Zootopie 2 donc suite de Zootopie premier du nom qui moi m'avait plutôt marqué, qui est sorti il y a une dizaine d'années, je crois que c'était 2016 quelque chose du genre. Et en fait Zootopie premier du nom, il était sorti, j'ai envie de dire pile au bon moment parce que c'était un film qui prônait l'acceptation de soi, qui parlait de ce sentiment de parano qu'on peut avoir et de ce sentiment vraiment de racisme en fait qu'on peut avoir face aux autres en se disant que c'est dans leur gène, que en fait on ne pourra pas faire le vivre ensemble, tout ça. Et du coup bah j'attendais ce Zootopie 2 parce que je me disais s'ils ont réussi quand même à sortir Zootopie premier du nom pile au bon moment, est-ce que ce Zootopie 2 va réussir également son petit brio, quoi. Et globalement, moi, j'étais assez curieux et je me disais, qu'est-ce qui va se... quelle est l'intrigue qu'ils vont réussir à trouver avec Zootopie 2? Parce que si un film comme Zootopie 2 existe, c'est pour la même raison que la série animée Zootopie Plus, si je me trompe pas, qui est une série qui se passe dans l'univers de Zootopie, c'est qu'ils se sont dit, quand même, on a construit une mégalopole immense dans Zootopie 1 avec énormément d'assets, ça nous a pris des années pour le faire. On va pas juste l'utiliser pour un seul film, on va essayer de le réutiliser. Alors, de le réutiliser dans d'autres films, c'est un peu compliqué parce que là, ils ont construit tout un nouvel univers, tout ça. Des assets qu'ils créent pour, je sais pas, typiquement faire des chambres, faire des habitations, des maisons. Tu peux les réutiliser dans plein d'autres films. Tu peux réutiliser les maisons de Encanto dans d'autres films Disney plus tard, en changeant un petit peu les couleurs, tout ça. C'est un petit peu tout le syndrome qu'il peut y avoir avec le fameux truc où les films Disney, il y a souvent la même gueule, quoi. Il y a souvent cette impression qu'on est face au même visage tout le temps. En fait, c'est parce que, effectivement, parfois, ils réutilisent des personnages, ils réutilisent des modèles 3D alors ils les modifient, ils s'en servent comme base évidemment, mais pour en fait faire en sorte que ça puisse être réutilisé et pas non plus utiliser un modèle 3D et passer du temps, parce qu'en fait ça prend du temps quand même de faire un modèle 3D, de le riguer, de faire en sorte qu'il fonctionne tout ça, et de faire en sorte de pouvoir l'animer. Et ensuite, qu'est-ce que t'en fais? Tu vas le jeter? Non, c'est un peu inutile. Le problème avec Zootopie, c'est que comme c'est un univers qui est vraiment à part, c'est dur de pouvoir refourguer des personnages. Typiquement, il y a un truc dans les débuts de Pixar, Chess Player. Vous reconnaissez peut-être le fait que, en fait, Pixar, pendant un petit moment, il faisait des courts-métrages. Et en fait, à un moment, ils se disaient putain, merde, il nous manque un personnage pour Toy Story 2. Vas-y, on reprend, on reprend le petit perso qu'on avait fait pour un de nos courts-métrages. On lui change un peu les lunettes, mais en fait, c'est le même perso parce que ça prend tellement de temps. Et surtout, là, on était dans un côté très rudimentaire de l'animation 3D. Donc, forcément, que ça prenait énormément de temps pour faire ce genre de personnage-là. Parce que vraiment, c'était le tout début, évidemment. Et donc, forcément, on doit réutiliser des assets 3D, on doit réutiliser des personnages, on doit réutiliser des petits bouts, parce qu'en fait, programmer des lieux, faire en sorte de dessiner des lieux, ça se réutilise. Ça doit être réutilisable ad vitam, j'ai envie de dire. Et Pixar ont beaucoup fait ça, notamment à leur début. Ou merde, attendez, Pixar Tree, par exemple, si je regarde un petit peu l'arbre dans Mille et une pattes, en fait, c'est le même arbre que dans là-haut, en partie, et c'est le même arbre aussi en partie que dans Toy Story 2. Donc voilà, c'est un peu ce truc où ils réutilisent souvent des assets qu'ils peuvent utiliser. Le problème principal avec Zootopie 2, c'est que... Enfin, le problème principal avec Zootopie de manière générale, c'est que, comme vous voyez, tout doit être réutilisé, tout doit être réutilisable, en fait, tout doit être utilisé ailleurs, sauf qu'en fait, ils ont dû adapter absolument tout pour faire en sorte... Mylène, je vais devoir te ban parce que ça fait plusieurs fois que tu spams. Mais en gros, ils ont dû adapter tout pour faire en sorte que ça soit utilisable par des vrais animaux, qu'on croit au fait que ça puisse être utilisé et mis aux proportions d'animaux, en fait. Le truc, c'est que effectivement, donc, tu peux pas trop le réutiliser quand tu fais le prochain Les Mondes de Ralph 2 ou La Reine des Neiges 3. C'est un petit peu plus compliqué. Et donc, forcément, ils sont obligés, entre guillemets,
sachant que le premier a été un succès, donc ils vont pas non plus cracher dessus sur le fait qu'ils se disent bon ben là du coup on fait une suite. En plus là il y a toute une stratégie de Disney de faire des suites ad vitam et de faire des suites à beaucoup de leurs IP fortes, notamment donc du coup Vaiana 2 qui a porté énormément du studio Disney récemment. Donc forcément ça veut dire que ils sont obligés de faire ils sont un petit peu obligés entre guillemets de faire des suites pour avoir des gros succès par la suite quoi. Donc forcément, moi, ce Zootopie 2, je l'accueillais un petit peu en me disant, bon, est-ce que ça va être une suite forcée? Et en plus, il y a eu toute l'affaire avec Vaiana 2, qui, en fait, à la base, était une série Disney+, qu'ils ont retravaillé pour faire en sorte que ça soit un film. Et ça se voit un petit peu, même au niveau du travail des textures, tout ça, ça se voit vraiment. Et là, du coup, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire le même effet? Ça va, parce que c'était vraiment pour le coup conçu comme un film dans la lignée du coup. En fait, ils ont fait une série, donc Zootopie Plus, que j'ai pas maté personnellement, mais là du coup, ils ont fait effectivement une vraie suite avec des nouveaux persos, quand même. Le problème que j'aurais, c'est que déjà, premièrement, ça dit à peu près quand même les mêmes messages que le premier, avec juste, bah là, le premier, ils étaient racistes entre les carnivores et les herbivores, là, ils sont racistes envers les reptiles. Ok. C'est tout. Et surtout, je trouve qu'en fait, c'est tellement creux. C'est-à-dire que tous les messages qui sont donnés dans le film, c'est quasiment les mêmes qu'il y avait dans le premier, ça ok. Mais même au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de brillant. Au niveau de tout ce qu'on voit à l'écran, il n'y a rien qui me fait un effet de ouf. Vraiment. Et je trouve qu'en fait, c'est un film qui se repose beaucoup sur le fait qu'il y a eu des énormes fans du premier, qu'il y ait des gens qui soient rematés le premier. Moi, forcément, c'est un film que j'adore, hein, le premier, bien sûr. Peut-être que pendant un moment, c'était dans mes films préférés quand j'étais tout jeune, bien sûr. Parce que voilà, j'avais pas vu beaucoup de films et je me disais, putain, mais celui-là, il dit vraiment quelque chose, évidemment. Mais je trouve quand même que en fait, je trouve que ce que ça a vidé dans sa moelle vraiment, c'est que les personnages principaux, donc Judy et Nick, sont vraiment des personnages vides. C'est-à-dire qu'on nous introduit les personnages dès le départ en nous disant qu'ils ont un problème pour être ensemble et pour collaborer ensemble, même s'ils sont potes, ils n'arrivent pas à professionnellement faire en sorte de pouvoir bosser ensemble. Pourquoi pas ? Mais je le ressens pas. C'est-à-dire que dans le premier, il y a quand même un côté où on voit des flashbacks, où on voit ce qui a pu mener au fait d'avoir telle personnalité. Là, on ne voit rien. Vraiment, on ne voit rien. Et je trouve que c'est vraiment très creux, en fait, j'ai envie de dire, comme personnalité et je trouve que bah, à part l'histoire du coup de ce serpent, alors du coup pour expliquer un petit peu l'histoire de Zootopie 2, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais en gros il y a un serpent dans les rues de Zootopie qui est en train plus ou moins de terroriser la ville et en fait ils veulent savoir qu'est-ce qu'il fait là, comment l'arrêter et pourquoi est-ce qu'il vient très très souvent. Donc voilà, sachant que les serpents, du coup, il y a eu une sombre affaire il y a quelques années qui fait que les serpents sont un peu persona non grata à Zootopie et qui sont un peu plus loin que Zootopie, en gros. Donc ils sont dans une autre ville. Et donc moi je me suis dit, bah ok, bon, peut-être qu'on va explorer l'autre ville, peut-être qu'on va explorer d'autres endroits qui peuvent être intéressants dans Zootopie, parce que, en fait, Zootopie premier du nom, il y a quand même un effet choc quand même de voir cette ville avec le côté où c'est immense, où on parcourt seulement une partie, j'ai envie de dire, de Zootopie, donc on va voir d'autres endroits. Là on voit un marais, un désert, c'est pas non plus génial, sachant qu'on va voir principalement des endroits qu'on voyait déjà dans le premier, et on voit vite fait ouais, Toundraville aussi, donc qui est la neige. J'imagine que c'était pour refourguer des assets de la Reine des Neiges, peut-être, je sais pas. Mais clairement, pour moi, c'est assez creux et ça a cet effet suite direct to DVD. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de suites direct to DVD à l'époque chez Disney, bien sûr. Bah là, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près le même film. C'est vraiment un film où la montagne aussi avec les chèvres allemandes. Ouais, c'est une montagne quoi. Et en fait, quand je dis explorer des lieux, je me dis ouais quand même on va explorer des villes avec des fonctionnements, avec une culture différente, avec des coutumes peut-être en partie différentes. Le Marais, j'ai quand même l'impression de voir une culture différente dans le film. J'entends pas dans la vraie vie, mais dans le Marais, dans ce film-là, j'ai l'impression de voir une culture différente. Quand on est dans le désert, sans trop spoiler, il y a une sorte de parodie de Burning Man, c'est un petit peu rigolo, c'est une parodie des petits festivals, tout ça, voilà, ça dure 5 minutes, j'ai pas besoin de plus en fait finalement pour m'attacher à ces lieux-là et pour me dire il y a quand même quelque chose d'unique. La montagne, on y est rapidement et il y a des chèvres allemandes,
c'est tout. C'est-à-dire vraiment, il se passe rien d'autre, quoi. Il y a juste deux chefs qui arrivent à un moment. Et puis voilà quoi. Le Marais c'était pas mal, on a envie qu'il creuse plus le truc, t'as raison. Bah en fait, c'est même pas cette envie de creuser plus, parce que justement, moi j'aime bien ce côté d'être plein dans son imagination et de se dire qu'est-ce qui se passe finalement à côté dans cette ville-là. Et la série Zootopie Plus, moi de ce que j'ai compris, va explorer ces cas-là, va explorer en fait plein de petits endroits qu'on voyait rapidement dans Zootopie premier du nom, pour savoir un petit peu le fonctionnement. Et je trouve qu'en fait, si Zootopie 1 reposait énormément sur la magie qu'on pouvait avoir à découvrir des petits trucs rigolos et des petites manières de faire qui étaient différentes parce que ça s'adaptait du coup au, à, à la culture des animaux qui étaient plus petits, plus grands, etc. Là, il n'y a pas grand chose, quoi. Il y a vite fait le fait que, typiquement, il y a un petit gag sur le fait que Nick, il vit en dessous d'un gym, enfin d'une salle de sport. Voilà, et c'est tout quoi, c'est-à-dire juste il vit en dessous d'une salle de sport et donc dans la salle de sport il y a que des éléphants qui soulèvent de la fonte. Il y a rien, c'est-à-dire que vraiment juste c'est des éléphants parce que bah, c'est les plus forts et puis voilà, c'est tout, il y a que dalle. Donc clairement moi je trouve que c'est assez creux en fait comme film et je trouve qu'il y a pas grand-chose d'intéressant. J'ai vu le film en VF, très bonne VF au demeurant, il y a Mister V dans la VF. Alors j'ai mis un peu de temps avant de me dire attends c'est Mister V, ok. Et il y a un pote à moi qui s'appelle Laurent Gris que j'avais dirigé à l'époque sur Monkey Island le fandub. Donc je suis très content de le voir là, je suis très content de voir. En plus il a pas un rôle très simple pour info, c'est le lynx qu'on voit le plus. C'est le lynx qu'on voit le plus parce qu'il y a une histoire avec des lynx tout ça et c'est le lynx qu'on entend le plus qui fait partie un petit peu de l'équipe pendant un moment, enfin voilà, sans trop en dire. Je me suis dit putain, waouh, mais je l'avais même pas reconnu, j'ai vu après en fait que c'était lui sur Insta, sur Wikipédia, donc je me suis dit putain, mais trop bien, trop bien de le voir là et tout, enfin voilà, et il était très très fort. Et globalement, voilà, au niveau du jeu d'acteur, Disney de toute façon c'est toujours des valeurs sûres et ils bossent super bien là-dessus. Et même au niveau des caractérisations des personnages, on sent que les animateurs ont super bien bossé. En fait, le principal souci, j'ai l'impression, c'est que je vois pas tellement un gros travail de script, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont pris la première idée qui leur venait en tête. Tout est prévisible globalement. Moi, c'est ça que je regrette le plus, c'est que Zootopie 1, il y avait quand même ce côté où les temps étaient différents et en fait, c'était un film qui épousait pleinement son époque. 2016, élection de Trump, tout ça, et c'est un film qui parlait du racisme et qui parlait du fait de vivre ensemble et qui parlait du multiculturalisme et tout ça. Donc clairement, ça a épousé son sujet et ça a épousé son époque. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il a 10 ans de retard, ne serait-ce que dans les tropes des personnages, dans le côté trahison, qui est le vrai héros, tout ça. Bah en fait c'est le même film que le 1, sauf que du coup ça ne prend plus quoi, ça ne prend plus que de faire confiance à telle personne et en fait qui va nous trahir, et en fait telle personne qu'on pensait être le méchant finalement c'est le gentil, enfin voilà, ça ne prend plus. Ça ne prend clairement plus. Reste que voilà, c'est à peu près joli, c'est pas non plus un film de merde, mais franchement je l'aurais vu directement sur Disney+, ça m'aurait pas non plus choqué quoi. C'est ça le truc, et je pense clairement que c'est pas non plus un très très grand film. C'est pas le retour de Disney, ça évidemment. Probablement d'ailleurs que, en fait, moi j'y pense aussi parce que je vois le fait que ça fait énormément d'hommages à Disney, ça évidemment. Il y a un moment où il va sur Huluzu et qu'en fait, donc qui est la plateforme, c'est une plateforme subsidiaire à Disney+ aux États-Unis, tout ça, que nous on connaît pas trop. Et et globalement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'hommages à Disney, ça évidemment, il y en avait déjà un petit peu dans le 1. Et il y a aussi ce truc où c'est la commémoration des 100 ans de la création de Zootopie, entre guillemets. Je me demande si le film n'était pas censé sortir pour les 100 ans de Disney à la place de Wish. Wish, un chat et la bonne étoile, quelque chose du genre, je sais plus exactement le nom complet. Mais je pense que effectivement, c'est possible qu'ils voulaient sortir en même temps que les 100 ans de Disney. Ce qui aurait été une idée un peu merdique de sortir une suite pour les 100 ans. Bref, mais voilà. Est-ce que le voir au cinéma a un intérêt ou pas? Franchement, il n'y a rien niveau son, il n'y a rien niveau visuel qui soit impressionnant. Il y a des scènes rigolotes, il y a des scènes quand même qui sont bien faites. Et en fait, mais même ces trucs-là, parce que moi je sais que je me plains souvent de la formule Disney, de la formule Disney et même de la formule Pixar qui en fait... en vrai, c'est tout le temps la même formule, mais ça marche, donc pourquoi est-ce que je vais m'en plaindre?
Mais en même temps, il y a, il y a quand même quelque chose où là, je trouve que ça ne marche pas. Et je trouve qu'en fait, encore une fois, c'est un film qui est un peu en retard par rapport à son époque. Vraiment, même peut-être 5-6 ans en retard. Alors, évidemment, faire un film d'animation, ça prend du temps. Peut-être que quand ils commençaient à le faire, c'était encore tout frais dans leur tête et ils se disaient oui, ça va bien marcher. Mais là, je pense que ça va pas très bien fonctionner. Et surtout, ouais, quelqu'un le mentionne aussi dans le chat, mais le film il sort, le film se passe du coup une semaine après le premier. Il n'y a pas grand chose qui a changé en fait. Genre vraiment, il y a pas énormément de choses qui ont été modifiées, alors que pourtant, c'est censé, tout est censé avoir changé parce que ils ont fini le racisme dans le premier opus. Et puis voilà quoi, attends pour les télécharger. Oui voilà, c'est un peu ça, c'est franchement, moi je pense que vous attendez un petit peu avant de le voir en streaming, et puis voilà. Par contre, effectivement, il y a quand même quelque chose, c'est que, comme dans le premier d'ailleurs, il y a des hommages à des grands films, des grands classiques qui sortent un petit peu de l'animation. Dans le premier, il y avait tout un hommage au parrain, il y avait des références à Breaking Bad, enfin voilà, donc il y avait vraiment un truc où bah, effectivement, il y a des hommages à des classiques du cinéma. Là, du coup, il y a le retour du personnage de la petite souris, je crois, qui est un hommage au parrain, tout ça, avec ses ours polaires sur le côté. Tout un hommage au film de mafieux de manière générale, hein, bien sûr. Et il y a aussi un autre hommage à un film qui est très appuyé. Alors, et en fait, moi, je trouve que c'est un peu trop bateau, quoi. C'est-à-dire que, autant l'hommage aux parents dans le premier, c'était un petit peu rigolo, parce que ça venait comme ça, par surprise, et qu'en plus, ça épousait clairement toute l'esthétique du parrain pour avoir un propos sur la famille, et pour un petit peu avoir un retournement sympathique. Là, il y a un hommage à un autre film, je vais pas spoiler lequel, parce que ça fait une petite surprise. Mais clairement, moi je me suis dit, mais à quoi ça sert en fait? J'ai l'impression qu'ils ont voulu juste mettre un hommage pour mettre un hommage. Et moi ça me dérange un petit peu parce que je trouve que du coup tu vas juste t'appuyer sur la force d'un film précédent sans l'épouser pleinement, sans pleinement aller à fond là-dedans, juste pour le mettre là, quoi. Juste pour le mettre ici, et en fait, ça ne veut un petit peu rien dire, quoi. Ça va un petit peu nulle part, cet hommage-là, et moi, j'ai trouvé ça assez regrettable, parce qu'en plus, c'est pas un hommage comme ça, où c'est une référence un peu pointue, où il faut vraiment avoir un petit peu de culture pour le voir, quelque chose du genre. Non, là, c'est déjà un des plus grands films du cinéma, mais en plus, c'est appuyé non seulement par le visuel, par la mise en scène, par la musique. Et pourquoi faire en fait? C'est la question que je me poserais, c'est pourquoi faire ce genre de référence là dans ce film là? Moi ça me questionne beaucoup en fait, tout ça. Donc je trouve que c'est assez bateau et ça marche pas très bien cette référence. Je vois pas exactement où est-ce que ça voulait en venir de base et c'est assez regrettable quoi. C'est assez regrettable. Un autre truc qui est assez regrettable par rapport à l'original aussi, c'est Bugonia. Donc Bugonia de Yorgos Lanthimos, qui est un remake du coup de Save the Green Planet, film coréen de 2003. J'ai oublié qui était le réalisateur. Deux complotistes qui décident de kidnapper une PDG d'une grande entreprise de tech, on sait pas exactement quoi, parce qu'ils pensent que c'est une alien et que l'alien a un grand plan pour éradiquer l'humanité, tout ça. Bon, donc du coup, la majorité du film se passe dans une cave avec Emma Stone, qui a le crâne rasé parce que même ses cheveux permettent de communiquer avec les aliens, tout ça. Enfin voilà. Il y a une séance dans 1 heure, ça vaut le coup que je sorte sur l'appli pour le voir. Non, enfin moi clairement, à mon avis, non. Moi je trouve que c'est pas non plus un film génial. En fait, le film déjà, il souffre énormément de la comparaison avec l'original, avec Save the Green Planet, parce que c'est quand même un Lanthimos à la base, c'est quelqu'un d'assez foufou entre guillemets, et qui essaye constamment de mettre en scène un côté très fou et un côté vraiment très dingue de ses personnages et des décisions que prennent ses personnages, et même dans sa mise en scène, c'est assez fou. Enfin, clairement, il y a quelque chose qui se passe visuellement où il essaye de choquer le spectateur. Il y a un côté très Pasolini d'ailleurs dans la plupart des films de Lanthimos, où il essaye de pasticher du Pasolini pour montrer le côté très anti-bourgeois entre guillemets. Alors souvent, plus sur la dernière partie de sa carrière, la partie aux États-Unis, j'ai envie de dire, mais où il essaye un petit peu de montrer la folie de l'homme et dans un côté assez nihiliste, j'ai envie de dire.
Maintenant, maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est que là, on est moins dans un côté Lantimos parce qu'il va avoir un côté très très terre à terre et il va rentrer dans la tête de ses personnages. Il va avoir envie de faire vraiment une introspection de ses personnages. Il y a beaucoup de dialogues dans ce film-là, ce qui moi m'a pas mal surpris parce que d'habitude les Lantimos peuvent être assez taciturnes. J'ai envie de dire, pauvre créature, c'est assez taciturne. Même s'il y a pas mal de discussions et ça va beaucoup mettre en scène le visuel, j'ai envie de dire. Là, j'ai quand même l'impression qu'il essaye vraiment de faire une sorte, j'aime pas ce mot, de film à thèse, mais qu'il essaye vraiment de développer des arguments. Ça m'a beaucoup fait penser à un film qui s'appelle Avant l'effondrement, où en fait c'est un film sur des personnes militantes de gauche, tout ça, qui sentent que va y avoir un grand cataclysme, tout ça, dont une personne qui est dans une équipe de campagne, de quelqu'un, tout ça, et en fait ça va rentrer dans un côté très ce qui m'a déçu, c'est que ça va rentrer dans un côté ultra personnel de la part des persos, et pas rentrer dans une grande fable sur l'humanité, etc. Là, j'ai un petit peu cette impression-là, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir parler d'un sujet plus général, qui est la haine des riches, qui est le fait de ne pas aimer les personnes riches, et de même conspuer sur eux, et de se dire, il y a forcément quelque chose qui se passe, en fait, parce que j'ai quand même pas l'impression d'être fou, et de me dire, là, il y a un truc, quoi. Au lieu de faire ça, c'est un film qui, je trouve, va beaucoup parler d'un point de vue très personnel. Et en fait, je me demande à qui parle Bugonia. Parce que je pense que c'est pas un film qui se veut grandiose dans une grande critique de l'humanité, dans une grande critique de la folie de l'homme. J'ai plus l'impression que comme ça va se concentrer énormément sur tout ce qui s'est passé, sur toute l'histoire personnelle des deux complotistes, et sur toute l'histoire personnelle même un petit peu de Emma Stone et sa manière de réagir, clairement, je pense quand même que je me demande à qui ça va parler en fait ce film-là, et je pense que va y avoir un effet un peu de rejet chez beaucoup de spectateurs. En tout cas, moi je le vis un petit peu comme ça, où en fait j'ai eu beaucoup de rejet de toute cette intrigue, mais déjà parce que je le disais que Lantimos c'était quelqu'un qui essayait de choquer par sa mise en scène et par des petits bouts par endroits, mais en fait on est dans une espèce de calme très étrange pendant une grosse partie du film, qui est assez dérangeant tout de même, hein, qui est assez étrange aussi. On se dit, ok, il y a quelque chose de bizarre là qui se passe. Et à côté, dans l'original, dans Save the Green Planet, c'est un film qui est fantaisiste tout du long. Je renvoie un petit peu parce qu'on a parlé dans une catégorie spoil de Bugonia dans Rage Bait, bien sûr. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais en fait, il y a un truc qui se passe à la fin de Bugonia, il y a un truc qui se passe à la fin de Save the Green Planet, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Le truc, c'est que comme dans Save the Green Planet, on est habitué à voir quelque chose d'assez fantasque, j'ai envie de dire, tout du long du film. Là, la fin nous choque pas moins que ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans un côté comique où c'est rigolo et on se dit ah ok, en fait il se passe ça, d'accord. Dans Bugonia, forcément du coup la fin est aussi assez comique, et du coup il y a un contraste par rapport à tout le reste qui est assez sérieux, terre à terre, où on rentre près des personnages. Sauf que ça marche, je trouve, beaucoup moins, parce que déjà, comme j'ai dit, on rentre beaucoup moins en empathie avec les personnages dès le départ. J'ai envie de dire, on rentre beaucoup moins en empathie avec tous ces persos. On comprend pas pourquoi les persos prennent telle décision, ce qui est pas non plus très très grave, évidemment. Ça peut être des persos débiles, ça peut être des persos qui ont des faiblesses humaines, bien évidemment. Mais là, je trouve que ça fonctionne pas énormément parce que c'est long. C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un film qui dure, je crois, 2 heures et quelques. Il est composé globalement en 3 actes, c'est-à-dire premier acte, présentation des persos, qui d'ailleurs, je trouve qu'ils sont pas super bien représentés, et je trouve qu'on rentre dans des clichés où on a compris très rapidement, en fait, dans quel cliché il a envie de nous faire rentrer ce Lantimos. Deuxième partie, donc du coup, c'est l'enfermement du personnage d'Emma Stone dans cette cave avec ses tortionnaires, avec beaucoup de phases du coup de discussion. Et le troisième acte que je vais pas spoiler, qui pour le coup essaye d'aller un peu plus loin. Et le troisième acte, moi je trouve qu'il est ultra intéressant et qu'il y a des trucs vraiment très pertinents dedans, mais du coup ça fait que ce deuxième acte, il y a un immense ventre mou, où c'est juste des discussions qui s'enchaînent, pour pas dire grand chose. C'est-à-dire que je sens qu'il y a des théories et en fait des trucs qu'il essaye de formuler, mais c'est pas très dense, c'est assez creux. Il y a des discussions sur oui, moi vous savez, je suis passé partout, j'étais libéral, ensuite j'ai été marxiste, tout ça. Tu sens qu'il y a un côté où il a envie de s'éloigner de toute affaire politique, quoi, j'ai envie de dire. Il a pas envie d'avoir de couilles. Genre vraiment, je trouve qu'il a pas envie d'avoir de couilles avec ce film-là, et c'est un peu ce qui me choque, c'est-à-dire que
Lantimos, moi je suis habitué à avoir quand même des films qui essayent un petit peu de choquer la perception qu'on pourrait avoir. Et là, il y a pas grand-chose, quoi. Là, il y a pas grand-chose, il y a rien qui vraiment m'a surpris. Et je trouve que c'est un film. Moi, cette année, je sais que les films qui m'ont le plus attiré, c'est des films qui sont, je trouve, assez fous, j'ai envie de dire. Je suis pas d'accord, je trouve que dans l'original, la fin se démarque plus du reste du film. Et on pourrait presque un truc genre scène post-générique pour amener un gag final. Ça, je suis d'accord. Là où on a plus une continuité dans Bugonia. Le truc, c'est que, certes, je suis d'accord avec toi que la fin fait très gag final dans Save the Green Planet, mais moi, elle m'a pas plus choqué que ça, parce que je me suis dit, ouais, en même temps, il y a quoi comme autre manière pour finir, quoi. Là, en fait, je vois moins ce côté continuité, parce que justement, déjà, on change radicalement de décor, ça, évidemment. Mais globalement, en fait, je sais que dans la salle, il y avait vraiment des gens qui étaient hilars, quoi, à ce moment-là, qui disaient, mais non, mais il a vraiment osé ça. Et moi, je rentrais pas totalement là-dedans, et justement, je me disais, ouais, bon, je connaissais l'original, et du coup, je m'intéressais de savoir, est-ce que, parce que globalement, la question qui maintient de se poser, c'est, est-ce que les conspiratistes ont raison ou pas raison? Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que c'était effectivement une alien ou est-ce que en fait c'est un truc un petit peu bébête comme ça, ou alors peut-être qu'il y a une référence un petit peu à la fin de en fait c'est une alien mais ils avaient quand même plutôt tort, tout ça, des trucs du genre. Et je vais pas spoiler de la fin, bien sûr, je peux pas dire voilà, ça peut être n'importe quoi hein, les gens, ça peut être une alien, pas une alien, tout ça, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais quand même ça gâche un petit peu du film cette fin parce que justement il y a eu toute la construction avant. Moi j'ai quand même l'impression que on est beaucoup face à une opération parce que je sais que j'ai vu pas mal de retours de oh la fin elle est nulle à chier tout ça. Moi je trouve que non, au contraire la fin moi j'ai adoré de Bugonia parce que je trouve que justement il essaye un petit peu de nous choquer, il essaye un petit peu d'aller ailleurs et d'aller et de changer dans sa mise en scène et même de changer dans la mise en scène de ses personnages, dans comment il les filme, dans énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la fin et je me suis dit là enfin le rythme se réveille un petit peu et j'ai un peu l'impression qu'on est dans un cas de c'était Walter Murch qui parlait de quand vous faites du montage c'est comme quand vous opérez un genou ou quand vous opérez un coude, je sais plus. Imaginons vous avez mal au coude, un docteur de merde vous dira bon bah je vais opérer le coude. Non, en fait un bon docteur va regarder l'intégralité de votre bras, il va se dire ok où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce qu'il y a un nerf qui craque, un truc du genre, et il va regarder et en fait ça se trouve le problème il est au niveau de votre biceps ou de votre épaule. Et en fait c'est pas nécessairement parce que vous avez mal au coude que qu'il faut pas opérer l'épaule en fait, ça peut paraître un petit peu bizarre. Et là j'ai pas l'impression que la fin soit le problème dans Bugonia, parce que moi clairement j'ai un problème avec Bugonia. J'ai plus l'impression que c'est tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y avait avant le film qui n'a pas construit le fait d'en avoir quelque chose à foutre de cette fin. C'est un petit peu ça le problème. Et je disais ça parce que moi, je sais que cette année, ce que j'ai le plus adoré dans le cinéma, c'est les films qui sont entre guillemets fous. C'est-à-dire des films où je ne sais vraiment pas ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. Et là, je trouve que comme on construit un rythme qui est plutôt lent, qui est qui prend son temps, tant mieux. Bah en fait, j'adore hein, les films qui prennent leur temps, j'adore les films où il se passe pas grand chose, on va parler après d'épreuves d'amour. C'est pas un film où toutes les 5 minutes je suis au bord de mon siège à attendre quelque chose de dingue, et c'est un film qui est aussi assez prévisible, mine de rien, d'épreuves d'amour avec plein de passages de scènes qui sont normales, j'ai envie de dire, mais j'ai quand même cette impression que moi ce qui m'attire le plus c'est des films qui sont fous, et pour le coup on a eu énormément de films assez fous cette année. Je pense à Escape from the 21st Century, je pense à Reflet dans un diamant mort, je pense même à Sirat. Là en fait j'ai l'impression qu'il a envie d'être dans cette lignée de films fous parce que Lantimos il a souvent fait des films où il y a du high concept assez dingue, et en fait ça va parcourir énormément de décors. Pauvre créature qui est vraiment dans la lignée de ce film Bugonia, déjà de par son actrice principale, mais aussi Kinds of Kindness qui essaie vraiment de raconter plein d'histoires avec des plot twists, avec des moments qui sont assez choquants et où les gens font comme si de rien n'était. Je trouve que là, il a envie peut-être de rentrer dans quelque chose d'assez fou, mais qu'en fait, il va un peu à contre-courant de ça. Peut-être c'est voulu, hein, ça se trouve, je juge des intentions de mise en scène qui sont j'aurais voulu que le film soit comme ça, etc. Moi, je déteste les critiques en mode j'aurais voulu que le film soit comme ça, tout ça. Mais je pense que là, il a un peu foiré son coup dans le côté où il avait probablement, selon moi, envie de faire un film où tout paraît dingue dès le départ. Et moi, ça m'a pas non plus remué, quoi. C'est un peu ça. Donc,
pour moi, c'est un peu un pari manqué, notamment, je pense, quand on connaît l'original, parce que vraiment, l'original, il est chouette, il est quand même vraiment bien. Et moi, je m'attendais quand même à ce que ce Bugonia me change un petit peu dans ma chair, me dire quand même, en plus, c'est la rencontre entre un sujet et son auteur, parce que le film de base était déjà très très absurde, rentrer dans un côté de la critique de l'humanité aussi, dans la critique des pires déchets de l'humanité, j'ai envie de dire, que sont les riches. Et donc, je me disais, bah là, il va pouvoir épouser un aspect où il va rentrer dans cette critique-là avec du coup une ultra riche, donc en plus dans une sorte de continuité de toute sa carrière et de tout son rapprochement, j'ai l'impression, avec Pasolini, et où avec ce rapport aussi à la famille, avec les quelques changements que je pouvais voir déjà des bandes annonces, tout ça, mais bah, je trouve qu'il a pas, il a un peu loupé son pari. Ça se trouve, c'est juste que c'est ce cas typique de je pensais que ça serait la rencontre parfaite entre un sujet et son auteur, et en fait finalement ça a pas si bien fonctionné que ça, et je trouve ça assez déplorable, et assez déplorable. C'est pas non plus la pire des merdes, hein, bien sûr, mais globalement. Tac, pardon. Mais globalement, c'est assez dommage, quoi. C'est assez dommage parce que moi, je me suis dit, ouais, bah c'est vraiment la belle rencontre entre un auteur et son sujet. Et finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc c'est un petit peu dommage, mine de rien. Et ça aurait pu aller bien plus loin. Bien plus loin. Et pari manqué, selon moi. Mais c'est pas non plus horrible. C'est pas non plus horrible. Donc bon, c'est pas le film de l'année, il y a bien mieux. Comme par exemple Des Preuves d'amour. Alors pour le coup, Des Preuves d'amour, il est sorti déjà il y a une semaine et quelques, 8 jours à peu près. 9 jours si vous êtes sur... non, même il y a 10 jours si vous êtes sur YouTube. Mais en fait, moi je vous avoue, je voyais la bande-annonce au ciné, je me suis dit, ah ça a l'air sympa. Mais bon, je sais pas, je le sentais pas très bien. On a eu des retours successifs de la part de gens, de la part de personnes qui ont vu le film et qui ont dit ouais, franchement c'est vachement bien. Donc je me suis dit, ah vas-y, tant qu'à faire, autant y aller, autant foncer. Donc Des Preuves d'amour raconte l'histoire d'un couple lesbien qui décide du coup de faire un enfant, donc grâce à une PMA fait au Danemark, et du coup avec un donneur anonyme, et où ils peuvent retrouver tout ça. Enfin, j'ai pas tous ces détails là, mais en tout cas c'est un couple lesbien qui peut du coup avoir un enfant, avec du coup une stratégie où ils sont censés donc adopter l'enfant dès la naissance, juste après, enfin voilà. Et donc, moi ça m'intéresse un petit peu, je regarde ça, et donc c'est un film, en fait, moi ce que j'ai adoré, c'est que déjà c'est un film vraiment d'une douceur assez folle, c'est-à-dire que c'est un bonbon quoi comme film, vraiment, enfin, c'est un bonbon où on a envie d'y rester, on a envie de rester avec ces personnages-là, qui sont vraiment tous très attachants, notamment ce couple-là, joué du coup par Ella Rumpft, pardon, et avec Monia Chokri. Et oui, Bugonia, c'était juste tout à l'heure. Donc bon. Et aussi avec Noémie Lovski. Alors moi, Noémie Lovski, j'aime pas trop ses films, mais en tant qu'actrice, je trouve qu'elle est vraiment plutôt chouette. Donc, en vrai, banco. Et effectivement, moi, j'aime bien ce couple-là parce que je les trouve assez rayonnantes. Je trouve qu'en plus, elles sont dans un jeu très clair, et on sait exactement où est-ce qu'elles vont à chaque fois. Et je trouve que elle dégage énormément de choses par des petits dialogues, par des petites phrases. Je trouve que c'est un film qui est super bien écrit. Alors je sais que tout le monde a un peu maxé autour du film. Ça reste quand même un film très bobo parisien entre guillemets, comme énormément de longs métrages qui sortent au cinéma, ça évidemment. Là on est quand même dans une certaine aisance financière, dans une certaine aisance de la vie évidemment. Il n'y a pas de problème de classe, il y a aucune phase typiquement où les personnages vont au travail quoi. Clairement c'est pas un problème, j'ai envie de dire. Le personnage d'Ella Rumpf, elle est DJ visiblement, voilà, elle s'occupe de la sonorisation de certaines salles, tout ça. Et le personnage de Monia Chokri, on dit qu'elle est dentiste, mais en fait on la voit jamais travailler parce qu'elle est en congé maternité forcément. Et donc c'est sûr que c'est pas un film qui est sur vraiment des problèmes de la vie qui seraient plus universels. Là c'est vraiment un film qui est sur des problèmes très spécifiques de parentalité, mais en même temps ça arrive à rentrer dans quelque chose d'assez beau et de vraiment beaucoup plus large sur en fait ce que
c'est quoi d'être parent, c'est quoi d'accueillir un enfant. Alors moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai quand même des parents et je vois le fait qu'est-ce que ça fait que d'être parent autour de moi avec des amis qui commencent à être parents, tout ça, des trucs du genre. Moi c'est sûr que je vois ça et en fait j'ai l'impression que c'est un film sur le fait d'appréhender déjà, sur la place de la personne qui n'enfante pas, qui généralement a été reléguée à la place du père, mais là du coup vu que c'est un personnage féminin, on va rentrer dans ses émotions et on va rentrer dans et il va s'exprimer en fait parce que généralement le père il est là, d'ailleurs on voit plusieurs personnages de père pendant le film et c'est vraiment vu comme étant celui qui a enfanté mais celui qui disait ouais et en même temps on se détestait sur la suite etc des trucs du genre et là en fait comme c'est un personnage qui aurait pu porter l'enfant mais qui ne le porte pas, il y a quand même quelque chose d'assez douloureux de la part du personnage de ne pas pouvoir porter tout ça et d'avoir aussi toutes les démarches administratives à gérer, même si elle le gère à deux, et toute cette relation-là entre les deux personnages, je trouve que c'est très très fort, et le personnage de Monia Choukri qui, elle, doit porter tout ce poids-là aussi. Je trouve que c'est vraiment un film très doux et un film vraiment qui est aussi vraiment extrêmement drôle. Enfin, vraiment, faut le dire, mais c'est un film. Il y a une scène typiquement avec un docteur où en fait on sent la vanne arriver, on sent la blague qui va venir, on sent que ça va un petit peu déraper. À un moment, ça dérape et c'est génial. Enfin, vraiment, clairement, moi, c'est ça que j'ai vraiment kiffé. Et je trouve que c'est vraiment un film très solaire, c'est un film qui fait du bien, j'ai envie de dire. Encore une fois, c'est un film doudou, j'ai envie de dire. C'est un film bonbon, c'est un bonbon au sucre, quoi. Et en plus d'être d'ailleurs super bien filmé, enfin, je trouve que la lumière est vraiment très rayonnante dans ce film-là, mais aussi que les scènes de nuit, on ressent vraiment quelque chose dedans. Et je trouve que ça interroge beaucoup, ça pose beaucoup de réflexions avec différents couples et avec différentes personnes, avec autant le cadre légal, le cadre médical, le cadre de l'amitié, le cadre de la famille. Ça rentre dans beaucoup de thématiques différentes et sur un rapport aussi au fait avec du coup la mère de El Armf, donc du coup qui techniquement et biologiquement ne sera pas la mère, mais en fait est-ce qu'on s'en fout pas du rapport biologique, tout ça. Moi c'est des thèmes qui me parlent beaucoup évidemment, mais c'est sûr que en fait je trouve que c'est un film qui paradoxalement, même s'il parle d'une situation très précise et très spécifique, en fait, il va parler, je pense, à beaucoup de gens, parce que ça parle, en fait, mine de rien, juste du rapport à la parentalité, du rapport à l'attente d'avoir un enfant. Le film se termine quasiment sur la naissance. Donc en fait, on sait exactement que le film va se terminer sur la naissance dès le départ. On sait que on va pas suivre toute la quête de ces personnages-là, mais quelque part, j'ai envie de continuer d'explorer ces personnages et j'ai envie de les revoir, j'ai envie de dire. J'aimerais bien que ce soit des personnages un peu comme Jean-Pierre Léaud dans les films de Truffaut avec Antoine Doinel, qu'on revoit et qu'on suit à plusieurs stades de leur vie, qu'on suit plus tard avec la suite de la naissance de leur premier enfant, avec plein d'événements qui se passent dans leur vie. Je pense que ça peut être un film comme ça et j'ai envie de suivre un peu plus tous ces personnages et j'ai envie de les revoir plus tard, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer dans leur vie, quoi. Et moi c'est rare d'avoir ce sentiment là. Moi généralement je sors d'un film, je me dis bon bah c'est bien, c'est fini tout ça et c'est clair, et là le film il est très clair évidemment, mais j'ai quand même cette impression que il y a un peu plus en tout cas que j'ai envie d'en voir un peu plus de ces personnages, et ça moi ça me fait ultra plaisir, quoi. Parce que je pense qu'il y a très peu de films comme ça où je me dis ok ça c'était des personnages forts, ça c'était des personnages où je sens qu'ils ont une histoire, où je sens qu'ils ont envie même je sens que la réalisatrice du coup Alice Douard, peut-être qu'elle a envie de les suivre plus tard, peut-être qu'elle a envie d'aller plus loin et d'évoluer avec ces personnages aussi. Je sens qu'il y a quelque chose qui est possible, un peu comme la trilogie des Before, un peu comme beaucoup de films comme ça qui suivent des personnages pendant plusieurs années. Je pense que c'est possible d'avoir vraiment un truc avec ce duo et qu'il est très attachant et que c'est possible de les explorer un peu plus tard. En plus là l'action se passe en 2014, c'est possible de faire un film du coup 10 ans plus tard mais qui se passe en 2025 forcément. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est possible avec tout ce trio-là, avec du coup aussi le personnage de Noémie Lovski, qui est une grande pianiste. C'est pour ça, c'est pas un film qui baigne dans la pauvreté, quoi, parce que les personnages sont plutôt à l'aise financièrement, socialement, ça traîne dans un milieu plutôt parisien bourgeois, tout ça. Et justement, même le portrait de l'homophobie, c'est en fait une scène
de quelqu'un qui est très maladroit au mieux et est un connard au pire, on peut le dire comme ça. Et justement, ils sont pas tellement confrontés à cette forme d'homophobie, donc ça permet au film d'aller un peu plus loin et dans d'autres thèmes, j'ai envie de dire, que ce thème de l'homophobie qui est souvent traité quand on traite d'histoire lesbienne et d'histoire homosexuelle. Ça me fait penser, il y a une scène dans Laurence Anyways où t'as le personnage du coup de Laurence joué par Melville Poupeau qui rentre en salle post-transition. Donc après comment on dit, en mode femme, c'est ça, je crois. Donc vraiment qui a transitionné et qui rentre dans la salle et qui s'attend à des remarques, on a un grand moment, on a une vingtaine de secondes où il se passe rien, où il n'y a pas de questions, où tout le monde se tait, où il y a un grand silence assourdissant. Et après, il y a quelqu'un qui pose une question. Et en fait, c'est juste, comme c'est une professeure, c'est quelqu'un qui va lui poser une question par rapport au cours. Et en fait, la vie continue, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est des gros messages aussi par rapport à ça, parce que dans Des preuves d'amour, c'est vraiment un milieu très bobo parisien, tout ça, mais qu'il y a quand même des questions et qu'il y a quand même de la soft homophobie aussi par moment, par endroit, et où t'as tout un rapport avec notamment un autre couple qui, lui, ça donne pas envie d'avoir des gosses si c'est pour être dans une relation comme eux deux, quoi. Et clairement, tu vois des évolutions de personnages avec vraiment différentes manières d'appréhender tout ça. Jamais dans une forme d'homophobie vénère, mais toujours avec un petit fond derrière, quoi, quelque part. C'est ça qui m'a intéressé aussi dans le film. C'est aussi tous ces questionnements-là, mais vraiment, le film, c'est 50% d'homophobie intériorisée, j'ai envie de dire, et 50% de oui, mais quand même, bon, malgré tout ça, c'est quoi être papa en fait? C'est quoi être maman en fait, tout simplement? C'est quoi être parent? Qui est le père là-dedans? Comment on va vivre cette naissance? Et c'est quoi comment on va vivre le fait d'enfanter un petit bébé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est là que je trouve le film très pertinent, c'est il dit pas, il esquive pas certains sujets, quoi. Il esquive pas certains sujets, il a pas envie d'être que sur un thème, il a envie d'être pluriel. Et moi, encore une fois, j'ai envie de suivre Monia Chokri et La Rumph plus tard dans d'autres films dans d'autres films déjà de leur carrière, parce que La Rumph, je l'avais vu vite fait dans Grave, mais j'ai pas vu Le Théorème de Marguerite. Monia Chokri, je vois un peu ce qu'elle fait rapidement. J'avais bien aimé Simple comme Sylvain, enfin voilà. Mais là, du coup, je m'intéresse beaucoup. C'est bien elle d'ailleurs, Simple comme Sylvain. Ça se trouve, je me trompe depuis le début, mais je crois que c'est bien elle quand même. Oui, voilà, c'est bien elle. Ça se trouve, je suis complètement délu et je me trompe totalement. Mais, mais oui, du coup, alors, je savais moins qu'elle était actrice. Je l'avais moins vue dans des films. Pourtant, elle joue en plus dans le Laurence Anyways de Xavier Dolan. Mais effectivement, moi, j'en attends. Je trouve qu'elle a une carrière assez intéressante et j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire d'autre parce que là, je trouve que c'est vraiment un rôle qui la révèle, quoi. Je trouve que le marketing met peu en avant le fait que c'est aussi une comédie. Il y a des scènes très drôles dans le film. Mais oui, Flaubert. Pardon. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des scènes, enfin, je le mentionnais rapidement, mais la scène chez le docteur, elle est vraiment géniale, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un film où il y a des petites phrases par moment, et c'est vraiment, en fait, moi, toute la salle rigolait, forcément, j'étais à Châtelet, mais, mais toute la salle rigolait, évidemment. Ça reste des scènes vraiment très très drôles et que ça reste des scènes où c'est souvent très bien rythmé aussi d'ailleurs au niveau de l'humour. Je trouve que c'est vraiment bien à ce niveau-là et vraiment, enfin, c'est un premier film si je me trompe pas, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est un premier film. Ah non, pas du tout, absolument pas. Si c'est un premier long métrage, c'est un premier long métrage. Donc j'ai raison. Parce qu'avant, avant c'était des courts-métrages. Donc clairement, c'est assez brillant comme premier long-métrage. Moi, j'ai eu beaucoup de premiers longs-métrages qui m'ont énormément étonné ce début d'année. Et je trouve que celui-là en fait vraiment partie. Et que, tout comme Le Rendez-vous de l'été, où pareil, et c'est toujours des constructions de personnages très forts et où je m'attache immensément à ces personnages-là. Et pareil pour Nino aussi, de Pauline Loquès, si je me trompe pas. Et Le Rendez-vous de l'été, du coup, de Valentine Cadic. Et je trouve que c'est vraiment super bien géré, super bien dosé. Et vraiment, moi, ça m'a. Enfin, c'est un film qui m'a plus touché que je ne le pensais. Parce que moi, je m'attendais à. Ouais, les gens forcent un petit peu, et puis voilà. Mais reste que c'est vraiment super chouette aussi, quoi. Et, et j'ai enchaîné Des preuves d'amour. Je me suis dit, putain, trop bien. Bon, maintenant, c'est l'heure de chialer avec la voix de Inrajab. Parce que clairement, je me suis dit. Je vais pas le voir avant Des preuves d'amour, quoi. Je vais pas le voir avant. Je pense que c'est le genre de film, moi, du peu que j'en avais entendu,
qui vous retourne un petit peu, qui va vous changer. Et j'ai quand même l'impression que la voix de Inrajab a bien réussi son coup. En tout cas, qu'il a créé quelque chose, qu'il a créé une discussion déjà. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que la voix de Inrajab fait partie de ces films où ça sera jugé par certains comme un film important. Un film important, je déteste ce mot-là. Et par d'autres comme un film qui utilise de manière abjecte quelque chose et un véritable événement. Et qu'il y aurait un peu trop de... Particulièrement parce que là, c'est un événement qu'on vit tous et qui est actuellement en cours. Du coup, La Voix de Inrajab est un film sur le Croissant Rouge palestinien, donc qui est comment dire, une association humanitaire. Je sais pas exactement c'est quoi en tant que tel, mais c'est en fait une association humanitaire une sorte de call center pour les urgences qu'il peut y avoir dans le cadre de ce qui se passe à Gaza, dans la bande de Gaza. Le film se passe donc au début 2024, le 29 janvier, ou en tout cas en janvier 2024, juste après donc les attaques du 7 octobre et la riposte israélienne. Et donc on suit du coup principalement Omar qui travaille dans ce call center avec donc un appel qui vient à un moment donné d'une petite fille qui s'appelle donc Anoud, Inrajab, et j'ai oublié son nom de famille, qui est coincée dans une voiture. C'est la dernière survivante d'une Inrajab Hamada, pardon. C'est la dernière survivante d'une attaque israélienne et elle a 6 ans. On ne sait pas exactement quel sera son destin, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est un film de fiction avec des acteurs, mais l'intégralité des enregistrements de la voix de Inrajab sont les vrais enregistrements de sa voix. C'est les vrais enregistrements qui ont été publiés sur les réseaux. Et comment est-ce que ça se fait que cette personne n'ait pas été secourue? Parce qu'on le sait, Inrajab est décédée. Comment est-ce que ça se fait que que cette personne, parce que justement brouiller un petit peu la frontière entre les deux peut être pertinent. C'est un film du coup par Kauter Benania qui avait déjà réalisé Les Filles d'Olpha, que je n'ai pas vu, mais qui, de ce que j'ai compris, brouillait pas mal déjà les frontières entre la fiction et la réalité, entre la fiction et le documentaire plus spécifiquement. Est-ce que La Voix de Inrajab est un documentaire? Non. Est-ce que c'est un film de fiction? Non plus, mais c'est un peu entre les deux, sans être non plus un docu-fiction, mais moi je sais que je le remettrai un peu, c'est pas nécessairement une reconstitution, mais en même temps en partie, parce que si je dis ça, c'est que La Voix de Inrajab prend vraiment une grosse partie de l'intrigue, et prend vraiment une grosse partie de tout le déroulé de l'intrigue qu'on peut avoir. Je sais qu'on en parlait avec Régé, qu'il comparait pas mal avec Réalité pas de Quentin Dupieux, mais le film avec Sydney Sweeney qui était sorti en début d'année, où en fait c'était un vrai enregistrement d'une affaire qui s'est passée, et ça a suivi à la lettre cet enregistrement-là, avec toutes les pauses, et c'est une sorte de reproduction de cet enregistrement-là. Tout comme il y a aussi une série de courts-métrages par les studios Hardman qui s'appelle Conversation Pieces, où en fait c'est des vraies conversations qui ont eu lieu, et qui en fait sont reproduits en animation, donc avec le son qui est à l'identique et toute l'image qui a été reproduite, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très reproduction qui est à la frontière entre le documentaire et la fiction, ce qui pour certains pourrait sembler assez abject. Pour certains en fait c'est utilisé, ça serait moralement abject, et je sais que j'avais monté notamment une critique de la part de Tsunami qui revenait sur ça, parce qu'en fait il passait au festival de San Sebastian. Le film a eu d'ailleurs le Grand Prix à Venise, à la Mostra de Venise. Donc forcément moi ça m'intéressait, ça a été la plus longue standing ovation avec 23 minutes d'applaudissements à Venise, donc vraiment ça a été un certain événement. Et moi c'est sûr qu'il y a des moments où en fait je me questionnais un petit peu sur le dispositif, parce que je me questionnais sur est-ce que j'étais touché par le dispositif et par ce qui se passait, ou par l'histoire de la personne. Est-ce que j'étais touché par l'objet filmique qui est magnifique, qui est super bien filmé, qui est vraiment... Il y a des effets de miroir, il y a des effets avec des vides, il y a des effets avec des changements de points. Il y a un effet sur la fin qui, moi, m'a impressionné avec un téléphone qui filme quelque chose qui, moi, j'ai trouvé ça bouleversant. Ou est-ce que j'étais touché par le dispositif, ou est-ce que j'étais touché par l'histoire? Et là, je trouve qu'on rentre dans des débats purement cinéphiliques, purement entre cinéphiles, j'ai envie de dire, qui sont pertinents, qui sont ultra bien d'avoir en tête, bien sûr.
Pour autant, j'ai aussi cette impression très personnelle que quand je vois ce film-là, je pense que c'est impossible de ne pas être touché. Ça, évidemment, c'est impossible de ne pas, de ne pas ressentir quelque chose, de ne pas ressentir une émotion, en fait, tout simplement devant le film. Maintenant, est-ce que c'est si... Parce que je sais qu'il y a des gens qui diront des trucs de l'ordre du... C'est utiliser des armes qu'on n'est pas censé utiliser. C'est-à-dire que c'est censé utiliser... Je trouve au contraire que c'est difficile d'avoir quelque chose de digne et que faire ce mélange est plus respectueux que les deux alternatives, le documentaire pur ou de la fiction pure. Ouais, en fait, le truc c'est que moi j'ai vu des arguments de type... Ça utilise des armes, ça utilise des armes de cinéphiles et des outils de cinéphiles et de créateurs de cinéma et de cinéastes hein, purs pour faire ressentir des émotions. C'est tout le débat qu'il y a eu notamment autour de la liste de Schindler ça a transformé une histoire absolument abjecte et absolument horrible qui était la Shoah en blockbuster américain en sortant les violons pour nous faire ressentir des émotions, tout ça. Reste que tu ressens vraiment des émotions. Et je pense que quand tu regardes la liste de Schindler, tu ressens quand même des émotions. Et en fait, je pense que ce qui fait chier beaucoup de cinéphiles là-dessus, parce que moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, et moi, en fait, ces débats-là, ils me cassent les couilles, surtout quand on est là dans un sentiment d'urgence par rapport à tout ce qui se passe en Palestine. Autant, je veux dire, quand on peut avoir des débats par rapport à des événements qui se sont réellement passés, mais qui font maintenant partie de l'histoire et qui n'existent plus, comme la Shoah. Je veux dire, la haine des Juifs, évidemment, existe encore, l'antisémitisme existe encore, mais la Shoah est derrière nous, Dieu merci. Mais forcément, du coup, je comprends qu'on puisse avoir quelque chose de l'ordre du... Effectivement, est-ce que c'est pas des dispositifs tire-larme de... On va sortir les violons et puis voilà. Je trouve que dans la voix de Inrajam, on n'utilise jamais de ces dispositifs-là. Évidemment que ça va rentrer... Comment dire en fait, je sens de la part de Kauter Benania qu'elle a cette envie vraiment de nous faire ressentir de l'émotion pure devant ce film, que c'est impossible vraiment de ne pas ressentir quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de critiques qui vont essayer de post-rationaliser en disant... Oui, quand même, ça reste un projet où, mine de rien, c'est un peu compliqué comment dire c'est un peu compliqué d'utiliser ce genre de dispositif-là, parce que en fait, on mêle la frontière entre le documentaire et la fiction, et puis, je sais pas exactement où est-ce que ça va, tout ça. Je trouve quand même que, au bout d'un moment, t'as de l'émotion, t'as pas de l'émotion. Et je suis d'accord que il y a beaucoup... Enfin, typiquement, je vais le comparer à un autre exemple. Dans Vaincre ou Mourir, vous allez comprendre, dans Vaincre ou Mourir débute par des scientifiques qui vont commencer à dire voilà ce qui s'est passé, globalement. On mésestime souvent l'histoire de Charette, tout ça, donc en fait, on nous rentre dans un cadre avec des codes du documentaire. Donc ensuite, tout ce qui se passe, qui est de l'ordre de la fiction, on va beaucoup plus y croire. Et évidemment que c'est une arme qui est assez dévastatrice, parce que du coup, on a quelque chose de très tangible, qui est des scientifiques, des historiens qui vont nous dire voilà ce qui s'est passé, donc forcément tout le reste on va y croire, et on va y croire dur comme fer à tout ce qui s'est passé, y compris la scène absolument horrible où t'as le gosse Louis XVI qui dit, un des gosses rois, je sais plus exactement lequel, qui dit, qui est à un moment dans une sorte de truc de purgatoire machin, et qui dit ah j'ai été tué par des révolutionnaires. Bon, ça ne s'est pas passé, mais en plus, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Mais du coup, on y croit parce qu'on se dit, bah là, on est dans le cadre de la fiction, mais en même temps, bah, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Là, qu'est-ce qui me dit que certaines choses se sont passées comme ça et qu'il n'y a pas la réalisatrice qui a voulu mettre son grain de sel et mettre un message derrière? Rien. Par contre, je sais que comme il y a une dissociation très nette entre la réalité et la fiction, qui parfois se rencontrent, mais on sait exactement ce qu'est la réalité, et on sait exactement ce qu'est la fiction, et on sait exactement ce qui est joué, ce qui est formidablement bien joué d'ailleurs, je trouve que ce qui nous reste, c'est un message qui a été rajouté pour être un peu plus peut-être englobant, notamment sur les secouristes et le rapport à l'armée, le rapport au fait à toute l'institution et tout le fait que l'administration empêche énormément de pouvoir intervenir. Ça évidemment, et je pense que c'est des trucs qui sont peut-être en partie rajoutés, le rapport aux médias, et je trouve qu'en fait, là où le film est extrêmement malin, et où je ne l'attendais pas, et où ça m'a mis un coup vraiment dans la gueule, c'est que
c'est aussi un film qui interroge son propre dispositif, qui interroge le fait de rendre public des témoignages comme ça. Parce que, du coup, La Voix de Inrajab ne rend pas public l'enregistrement de La Voix de Inrajab. On connaissait déjà, ça avait déjà circulé, évidemment. Les secouristes, en fait, du Croissant Rouge avaient déjà fait en sorte de circuler ce témoignage-là. Pour autant, euh, bah là, ça le met encore plus en public parce que tu le vois dans une salle de cinéma et donc tu es forcé de voir ces images-là. Et il y a un moment où tu as le personnage d'Omar qui dit, globalement, il y a toute l'équipe qui dit prends les enregistrements, publie sur les réseaux pour créer vraiment de l'engouement et faire en sorte de pouvoir un peu bouger la situation. Parce que ça faisait plusieurs heures que c'était impossible de faire en sorte de pouvoir rejoindre la petite fille et de pouvoir la sauver. Et tu as un moment où tu as un personnage qui commence à s'interroger là-dessus et qui commence à dire, donc le personnage d'Omar qui commence à dire, mais à quoi ça sert? Je veux dire, là je vais sur mon téléphone, j'ai des tonnes déjà de photos. Ça n'émeut plus en fait, ça n'émeut plus tout ça. Donc à quoi ça sert de faire tout ça? Et je trouve que c'est le moment où en fait le film est en train de nous parler et le film est en train de nous dire à quoi ça sert de publier ce genre de témoignage-là. À quoi ça sert de publier cette voix? À quoi ça sert de publier ce témoignage? Et à quoi ça sert en fait même de faire des films palestiniens, même de faire des films sur la Palestine? À quoi est-ce que ça sert en fait tout ça? Et moi c'est pour ça que ce côté très abject entre guillemets qu'on peut reprocher au film, je trouve que justement il s'interroge énormément là-dessus, il s'interroge énormément sur à quoi est-ce qu'il sert en fait en tant que film, la voix de Inrajab. Est-ce que ça va vraiment changer les choses? Et je trouve que là-dessus c'est là-dessus presque qu'il est le plus bouleversant. Alors évidemment moi c'est dur de retenir ses larmes devant un film comme La Voix de Inrajab parce que on entend les derniers instants d'une petite fille de 6 ans qui a l'air d'avoir la vie devant elle, enfin vraiment clairement qui a l'air, comment dire, qui est dans sa petite maternelle et tout, la classe des papillons, donc, en plus avec plein de détails qui sont vraiment bouleversants bien sûr. Et là où je trouve le film particulièrement choquant, c'est que ça met à chaque fois à l'écran, quand c'est des phases documentaires, ça met à chaque fois à l'écran un petit truc dans le coin de dire là c'est l'enregistrement, là attention hein, c'est vraiment le vrai enregistrement qui est rejoué du coup, enfin voilà. Et je trouve que c'est vraiment un film bouleversant, c'est un film que j'invite évidemment tout le monde à aller voir parce que je trouve que c'est très rare en fait d'avoir un film aussi brillant, je trouve. Et moi, clairement, c'est un film, j'en suis sorti très, très bouleversé, évidemment. Ce que je reprocherais peut-être en partie, c'est dans le côté fiction, c'est d'avoir mis en partie de l'humour. Il y a quelques petites phases comme ça, humoristiques. En même temps, je pense qu'il y en avait. En fait, je pense que l'humour, je pense que c'est probablement une retranscription assez claire de ce qui s'est passé et la plus proche de la réalité, j'imagine. Maintenant, j'ai quand même cette impression que la quantité d'humour et la quantité de petites blagues, et parfois même des blagues, en fait, c'est des blagues qui sont construites, qui sont vraiment des running gags, qui reviennent. Donc je me dis, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que c'est exactement ce qu'il y a eu? Moi, c'est le mini reproche que je ferais vraiment au film. À part ça, il est choquant. Et évidemment, pour moi, c'est un film à voir en salle parce que c'est un film où il faut vraiment aller non c'est pas ça quand même Béranger non en fait je peux raconter la blague, le running gag, c'est-à-dire que en fait t'as un personnage, du coup le personnage d'Omar qui est exténué, qui est à bout parce que ça fait déjà 30 minutes qu'il est avec la petite fille au téléphone et qui commence à sortir sa cigarette pour fumer dans le bureau quoi. Et en fait t'as son boss qui lui prend sa cigarette et qui dit non on fume pas ici. Et plus tard t'as son boss qui dit qui pareil est exténué au bout de 2 heures à parler et tout ça, et qui dit passe-moi une cigarette, et l'autre qui dit ah non on fume pas ici. Genre voilà tu vois c'est un truc comme ça. Du coup ça fait une sorte de petit running gag entre guillemets avec cette cigarette où en fait, et à la fin en fait tout le monde fume dans le bureau, ils s'en foutent, enfin vraiment. Mais ça fait, je trouve qu'il y a des sortes de constructions de personnages qui peut-être sont un peu étranges aussi. Et c'est là qu'on rentre dans le côté où pour certains ça serait abject. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le film, il divise à un niveau où c'est pas possible de dire que le film est mid. C'est pas possible de dire oh le film est sympa, sans plus. Non, tout le monde va dire que le film est un chef-d'œuvre ou alors qu'il est abject.
C'est ce que j'ai vu, c'est les deux avis que j'ai vus autour de Inrajab. Pour autant, moi j'estime que c'est tout de même un film à aller voir en salle et à aller subir en salle, j'ai envie de dire, parce que si vous le regardez chez vous, vous pouvez juste vous dire bon bah je vais faire pause à un moment parce que là c'est beaucoup trop. Et en fait c'est très important, je trouve que je déteste dire qu'un film est important, je déteste dire qu'un film, ça c'est un film important, ça c'est un film à voir impérativement, tout ça. Je déteste dire ça parce que tous les films sont importants. Celui-là peut-être plus que d'autres, et en même temps je sais pas s'il va changer les consciences, je sais pas s'il va changer les choses. C'est un peu tout le paradoxe encore une fois qui est exploré par le film, qui moi me perturbe beaucoup bien sûr. Mais forcément, du coup, je sais pas à qui s'adresse le film, mais je pense qu'on était assez peu dans la salle. Je pense que c'est dur de pas ressentir des émotions devant le film, bien sûr. Et je pense que c'est dur de pas se dire, mais comment continuer comment ne pas avoir envie de sortir de la salle. Parce que moi, il y avait plusieurs moments où j'avais quand même envie de sortir de la salle parce que c'était insoutenable, quoi, évidemment. Et encore une fois, c'est juste écouter un témoignage. Je n'imagine pas vivre là-bas, ça bien sûr, évidemment. Mais c'est juste écouter un témoignage. Et je pense que c'est pour ça, spécifiquement, qu'il faut aller voir en salle et qu'il faut subir ce genre de film-là. Évidemment, il faut y être préparé, il faut savoir dans quoi on rentre, bien sûr. Mais pour moi, il faut le subir, quoi, ce film. Il faut le subir. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi, c'est tout ce débat de, oui, est-ce que c'est un film... comment dire, est-ce que c'est un film à comment dire, est-ce que c'est un film important, est-ce que c'est un film à voir impérativement, je pense que c'est quand même un film à voir, faut s'y préparer, donc je sais pas si c'est ouais foncez-y dès ce soir, non, faut quand même s'y préparer, et je pense que ça rend encore plus fort, quoi, ça rend encore plus fort pour aborder la suite, parce que là on est dans une ambiance en plus collective, où on sait... on voit que c'est dur pour tout le monde en fait. Moi je trouve que c'est un film qui, le cinéma à chaque fois ça nous rapproche d'un côté où on va voir que les peines qu'on peut avoir et la souffrance qu'on peut avoir d'être impuissant, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment régler un souci aussi majeur que cette crise humanitaire. Euh, je trouve que c'est un film qui en fait nous montre que on a tous ce sentiment-là, on sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir et tout nous bloque en fait. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un film vraiment très pertinent dans notre époque et qui interroge justement sur ce sentiment d'impuissance. Tout comme j'avais déjà parlé ici de Put Your Soul in Your Hand and Walk, qui parlait beaucoup du brouillage qu'il peut y avoir et de la tentative où c'est très dur en fait d'avoir de la connexion et de pouvoir vraiment comment dire, de pouvoir avoir une connexion stable avec les gens en Palestine. Et là, je trouve qu'il y a déjà un petit peu de ça et que c'est vraiment un film sur ce sentiment d'impuissance. Et le vivre dans une salle de cinéma, c'est quand même quelque chose aussi, quoi. C'est quand même quelque chose où effectivement on se dit, ok, je vois que je suis impuissant et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est un film qui va beaucoup déprimer, bien sûr, mais qui en même temps comment dire, va nous dire vraiment qu'on est tous un peu dans la même merde, quoi. Et ce qui peut rassurer d'ailleurs en partie, quoi, parce que ça peut autant déprimer que rassurer de se dire qu'on est tous impuissants face à ça. Donc bon, c'est un très bon film indépendamment de la gravité de ce qu'il traite. Oui, en dehors de toute la gravité de ce dont il traite, bien sûr, parce que c'est quand même un film qui épouse son sujet, de par le fait que ça utilise le vrai témoignage de Inrajab, enfin, voilà. Mais c'est aussi un film très beau visuellement, magnifique, qui au niveau du travail du son, c'est absolument génial. Enfin, tout est vraiment très très bien fait quoi dans ce film, vraiment. Et je pense que c'est un film, enfin c'est dur. C'est pour ça que moi je pense qu'il sera pas genre dans mon top de l'année, parce que ça pour le coup, ça serait peut-être un peu indécent de se dire ouais c'est bien, mais Escape from the 21st Century c'est quand même mieux. Genre ce serait débile les gens en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que moi je sais qu'il y a il y a un truc où il y a beaucoup de gens sur Letterboxd qui se disent ouais il faut pas noter les documentaires parce que les documentaires ça se note pas, c'est un peu indécent de dire que tel film de fiction serait mieux que la réalité et tout ça. Moi je suis pas d'accord parce qu'en fait un documentaire ça a quand même sa patte, ça a quand même ça décrit des choses, ça épouse son sujet, ça a autant d'artifices de fiction que les films de fiction en fait. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça moi je suis totalement contre ça et pour moi on peut noter les documentaires bien sûr. Maintenant, ce film-là, c'est sûr que moi, j'ai mis des notes voilà, sur Letterboxd, purement indicatives, hein, c'est pas des notes figées dans le marbre. Maintenant, je vais pas le mettre dans un top de l'année et dire ouais, ce film-là, il était mieux quand même. Refait dans un diamant mort, c'était quand même mieux que La Voix de Inrajab. Rendez-vous compte que c'est débile. C'est voilà. Mais en tout cas, c'est un film quand même que je vous invite tous à aller voir.
vraiment. Je trouve que c'est vraiment un film extrêmement bien fait, extrêmement bien joué et très touchant. Et forcément, c'est un film aussi où j'invite les gens à faire un petit peu la promotion autour et à commencer à en parler, quoi. Faut ne regarder que des reportages et des docus Netflix pour dire qu'on ne peut pas noter un documentaire. Oui, je trouve que c'est ça, quoi. Est-ce que c'est encore plus dur que Potur Solo? Ouais, je trouve que c'est encore plus dur parce que là, c'est vraiment une. Bah, déjà, c'est une gamine, quoi. Dans Potur Soul, elle a, je crois, 19 ans. Évidemment que c'est atroce et que c'est horrible et il y a une vie vaut une vie, bien sûr, mais là, c'est une toute petite fille. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que dans Potur Soul, on la voit, on sait exactement qui c'est. Là, dans La Voix de Inrajab, on voit un petit peu sa tête, mais en fait, on ne comprend même pas dans quelle situation elle est. Parce qu'en plus, elle a du mal à décrire, les mots qu'elle utilise pour décrire sont souvent des euphémismes. Donc, on sait pas exactement dans quelle situation est-ce qu'elle est. Et donc, c'est horrible. Enfin, vraiment, clairement, c'est horrible. C'est vraiment atroce, quoi. Donc, c'est pour ça, on ne peut qu'imaginer, en fait, la situation dans laquelle on est. Et c'est un film qui va beaucoup appeler sur notre imagination, parce qu'on a que l'audio, et on sait à peu près à quoi elle ressemble, mais on a que l'audio, en fait, de ce qu'elle nous dit. Donc, en fait, on ne peut pas s'imaginer. Pour le coup, ce qui aurait été abject, ça aurait été vraiment de reproduire cette situation, et de reproduire la voiture dans laquelle est coincé Hydrajab. Là, c'est pas le cas. On voit la voiture après dans des phases plus documentaires à la fin du film. Mais sinon, on ne voit absolument pas le personnage de Inrajab coincé dans sa voiture. Ce qui, pour le coup, là, aurait été vraiment abject. Parce que ça aurait été reproduire une situation qui s'est vraiment passée. Et en fait, à chaque fois, le concept d'abject et de morale face à un film, moi, je suis jamais d'accord parce que je trouve que c'est un peu débile. Des reproductions en IA basées sur les enregistrements. Oui, voilà, ça aurait été vraiment, mais quelle idée. Là, de nous placer du point de vue des secouristes, nous placer du point de vue du Croissant Rouge palestinien, c'est un moyen déjà de faire du huis clos, donc, et en fait, de rentrer dans le rapport qu'a le monde à Inrajab, et pas de rentrer dans le rapport qu'a Inrajab au monde. Et je trouve que c'est très pertinent, et qu'est-ce que je voulais dire? Et pour le coup, voilà, ce rapport à la morale, en fait, je le comprends dans un sens, c'est que il y a un épisode de Bloqué sur la liste de Schindler. Et dans cet épisode de Bloqué, ça a dit le fait que imagine que tu as que t'es Liam Neeson sur le tournage de la liste de Schindler et que ta bouffe elle est froide. Est-ce que alors que t'es entouré de gens qui sont déguisés en, en juifs rescapés ou en juifs qui dans les trains, tout ça. Est-ce que tu vas vraiment aller te plaindre de ça, quoi? Et moi, c'est toujours le truc de comment tu retournes à ta vie après, quoi. Comment tu retournes en tant que tournage, quoi. Purement, je me place du point de vue de comment est-ce que ça a été tourné, comment est-ce que ça a été fait. Comment est-ce que tu retournes à ta vie à côté quand tu vis ce genre de tournage-là et quand tu vis ça et comment est-ce que tu fais, quoi. Et moi, c'est l'interrogation que j'ai à chaque fois sur ce genre de film-là, c'est comment est-ce que tu fais, quoi. Comment est-ce que tu retournes dans ta vie réelle, quoi. C'est toujours ça. The Guilty d'ailleurs a mentionné. Oui, tout à fait. Et son remake là, Le Choix, qui est dans une voiture. C'est celui-là, je crois, il me semble. Mais ouais, c'est pour ça que même nous placer du point de vue en fait, nous placer du point de vue du rapport qu'on peut avoir à la voix de Inrajab et à ce personnage-là, c'est bien plus fort, je trouve, que de voir des Palestiniens, quoi, et de les voir en réalité. Parce que nous, on pourra jamais vivre la peine des Palestiniens, ça évidemment, on est confortablement chez nous en Occident, évidemment, on pourra pas vivre ça. Mais par contre, on peut ressentir le sentiment qu'il peut y avoir d'être à part et d'être extérieur à tout ça et d'être un peu plus loin de tout et d'être même très loin de la bande de Gaza, quoi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc c'est pour ça, moi, c'est un film que je vous invite évidemment à aller voir. Je vous invite à vous renseigner dessus et Free Palestine, quoi, bien